bonjour, Sophie Kwasny. Je travaille au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Je suis chef de l'unité de protection des données. La mission essentielle, c'est une mission de renforcement du droit à la protection des données de par nos États membres, mais plus globalement à travers le monde. Pour ça, on a plusieurs moyens d'action. J'y reviendrai plus en détail, mais notamment tout un travail législatif sur des normes juridiques, traités, notamment conventions, la Convention 108 en la matière, mais aussi des recommandations. Et au-delà de ça, on s'attache à faire en sorte que les États membres, les pays, appliquent les normes dans une façon compatible. Et donc en la matière, c'est un travail dit de coopération technique, d'assistance. On va dans les pays pour les assister du mieux qu'on peut dans cette tâche. Donc voilà, je dirais, bon, la mission principale de renforcement de ce droit, ça passe aussi à travers un travail de promotion de nos normes et de sensibilisation, notamment de publications qu'on a pu livrer sur le droit à la protection des données. Également, l'unité de protection des données agit en tant que soutien et secrétariat à notre commissaire à la protection des données. Là, c'est un contrôle en fait interne au Conseil de l'Europe qui est effectué. Alors, le Conseil de l'Europe s'est intéressé à la matière de la protection des données personnelles il y a déjà de nombreuses années. Ça a commencé, avant même de parler de protection des données personnelles, ça a commencé dans les années 60 avec la mise en place de systèmes automatisés, de banques de données, avec les progrès informatiques qui étaient réalisés en la matière. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. Et la vocation du Conseil de l'Europe, c'est justement d'appréhender des nouveaux défis. Et là, on a commencé, donc courant des années 60, à regarder l'implication de ces technologies, de cette informatisation et de ces bases de données sur les droits de l'homme à titre général. Ça, c'était un premier point de départ. Par la suite, courant des années 70, on commence à voir le lien déjà plus précis avec ce qu'on appelle la protection des données personnelles. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à nouveau, puisque c'est déjà elle dans les années 60 qui avait lancé ses travaux d'impact sur les droits de l'homme des nouvelles technologies et de la science, et bien en début des années 70, l'Assemblée parlementaire adopte deux textes sur les bases de données, les banques de données, et le secteur privé d'une part et le secteur public d'autre part. Donc vraiment l'impact du traitement de nos données personnelles dans ces contextes-là. La Convention 108, qui est vraiment notre convention phare en la matière, la Convention protection des données, eh bien les travaux ont commencé là aussi courant années 70, en 1976, les travaux de rédaction de cette convention. Donc vous le voyez, une évolution. C'est une matière qui a commencé à avoir le jour au niveau national dans les années, donc pareil, début des années 70. Une loi protection des données a été adoptée en Suède en 1973. Le droit à la protection des données a même commencé à être introduit comme un droit fondamental dans certaines constitutions à l'époque, courant des années 70. C'était le cas du Portugal, de l'Espagne ou de l'Autriche. Donc un vrai développement de la matière. Et là, le Conseil de l'Europe, vraiment novateur sur cette question-là, a travaillé à la préparation d'un instrument, la Convention, qui avait vocation à permettre une acceptation harmonisée et globale des principes de protection des données. On parle de protection des données personnelles, mais en réalité, ce sont les personnes qu'on protège et pas les données. Donc, à travers ce droit à la protection des données, on protège les personnes, on protège nos droits fondamentaux. On fait traditionnellement le lien entre la protection des données personnelles et le droit au respect de la vie privée. Il y a beaucoup de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est un lien direct, mais le droit à la protection des données personnelles est un droit qui, depuis les années 70, s'est affirmé, et même de façon indépendante. On le voit au niveau de la Charte de l'Union européenne, où c'est un droit qui a été affirmé de façon distincte du droit au respect de la vie privée.
Et cela justement en raison du fait que c'est un droit qui en fait est un pilier nécessaire à l'exercice d'autres droits, y compris droit à la liberté d'expression. Ces travaux qu'on a menés ont donc abouti en 1981 à l'adoption de notre instrument phare, la Convention 108. C'est un instrument qui est unique. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde à cette convention. C'est le seul traité, donc un instrument juridique contraignant, qui existe en la matière. Et surtout, c'est le seul instrument qui est ouvert à tout État dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une réalisation qui est juste magnifique. C'est un bijou, cette convention. Elle a donc été ouverte à signature en 1981, donc vous voyez, ça ne remonte pas à hier, mais aujourd'hui encore, c'est vraiment un outil qui est utilisé et qui de plus en plus fait l'objet d'un intérêt particulier, mis évidemment en parallèle par rapport à l'importance de la matière. Les recommandations qui ont été adoptées par notre comité des ministres, je pense que c'est important de le faire parce que ça a permis d'interpréter et de décliner dans une variété de secteurs l'application des principes de protection des données. Alors, une des premières, tout de suite, début des années 80, traiter de la protection des données dans un contexte de marketing direct, et on le voit, c'est un sujet problématique. Toujours dans les années 80, en 87, une recommandation sur le traitement des données personnelles dans le secteur de la police, qui est encore pleinement d'actualité et d'applicabilité aujourd'hui. Donc une vocation d'aller traduire dans des secteurs spécifiques les principes et comment ils s'appliquent. On l'a fait en matière d'assurance, on l'a fait en matière de données médicales, je ne vous fais pas toute la liste, les recommandations sont accessibles sur notre site si vous le voulez. Je précise juste les deux dernières qui ont été adoptées. En 2015, la recommandation sur l'application des principes de données personnelles au contexte de l'emploi. Donc vous, en tant que salarié, en tant que candidat à un emploi, votre relation avec un employeur ou un employeur futur et ce qui peut faire du traitement de vos données. Et en 2010, une recommandation aussi très importante, la recommandation sur le profilage. Donc voilà les réalisations du Conseil de l'Europe que je voulais mentionner. Le but de la Convention, c'était de permettre aux États qui la ratifient d'adopter dans leur législation nationale un langage, des principes qui soient communs, donc qui soient harmonisés sur la base à la fois des définitions, mais à la fois des principes et des droits qui sont reconnus par cette convention. Donc les États, quand ils la ratifient, eh bien, ils s'engagent à appliquer, eux, dans leur système interne, toutes les dispositions de la Convention. Donc c'est vraiment un mécanisme de reconnaissance à un niveau multilatéral des principes qu'elle consacre. C'est aussi un mécanisme de coopération entre ces pays, puisque la Convention met en place un comité qui permet aux pays signataires de se réunir, d'échanger. Il y a aussi un mécanisme d'entraide qui est mis en place par la Convention. Donc une convention vraiment utile. Alors, c'est une réalisation, je le disais, qui n'est pas nouvelle, elle date de 81. Elle établit plusieurs principes clés. La définition des données personnelles est une définition qui est encore tout à fait valable aujourd'hui. Elle établit des principes fondamentaux quant à la légitimité du traitement, à la loyauté du traitement, un langage qui maintenant est pratiqué couramment mais qui à l'époque n'était pas aussi évident. La Convention consacre des droits, les droits de la personne concernée. Vous avez le droit d'être informé du fait qu'un traitement est réalisé. Vous avez le droit de demander quelles données sont traitées qui vous concernent. Tout ça, ce sont donc des droits qui étaient déjà mis en place par la Convention en 81. Alors, ces 47 États membres du Conseil de l'Europe sont partis à la Convention, tous, se sont engagés à respecter les principes de la Convention. Et au-delà de ces 47 pays, nous avons vu depuis 2013 venir des États non européens. Le premier pays non européen qui a adhéré à la Convention, c'est l'Uruguay. Et il a été rejoint cette année par deux autres pays, par Maurice et par le Sénégal.
Alors 47 plus 3, nous sommes donc à 50 pays signataires de la Convention, donc dont 3 non européens. Et d'autres vont suivre, puisque d'autres pays non européens ont déjà été invités par le comité des ministres à adhérer à la Convention. C'est le cas du Maroc, de la Tunisie et du Cap-Vert. Et nous sommes en train de traiter la demande du Burkina Faso, qui a également exprimé le souhait d'être invité à cette convention. Donc vous le voyez, il y a une véritable dynamique mondiale autour de cette convention. Des pays qui n'ont pas encore fait le pas de demander l'adhésion à la convention commencent à travailler avec nous dans un autre cadre, à savoir ils ont demandé un statut d'observateur au sein du comité de la convention, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils participent à nos réunions et nos travaux. Et là aussi la liste au-delà de l'Europe est longue. Je cite les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Indonésie, le Mexique, la Corée. Donc vous le voyez, de plus en plus de pays viennent à Strasbourg pour travailler sur le sujet de la protection des données. En 2001, le Conseil de l'Europe a veillé à renforcer encore le dispositif de la Convention par l'adoption d'un protocole additionnel. Alors ce protocole additionnel, il traite essentiellement de deux sujets, la mise en place d'autorités nationales, type CNIL en France, et traite d'un article spécifique sur les flux transfrontières. Alors les flux transfrontières, c'est une matière évidemment fondamentale s'agissant de la protection des données, et la nécessité d'assurer une liberté de circulation des informations était vraiment au cœur des travaux des rédacteurs de la Convention 108. La Convention 108 a été rédigée à une époque où l'OCDE travaillait de son côté sur ses lignes directrices, et en fait il y avait eu un échange d'expertise entre l'OCDE à Paris et le Conseil de l'Europe, avec participation de pays qui n'étaient pas des pays membres du Conseil de l'Europe, notamment Japon, États-Unis ou Canada. Donc en fait déjà, dans les travaux de préparation de la Convention 108, il y avait une volonté de permettre une circulation au-delà des frontières et au-delà des frontières de l'Europe des données personnelles. Donc la Convention a été rédigée et née avec une ouverture aux pays du monde, pas seulement aux pays membres du Conseil de l'Europe. C'est un des traits significatifs de cette convention. Le Conseil de l'Europe a préparé plus de 200 conventions. De nombreuses conventions, dans leur titre, portent vraiment le sceau et la marque de fabrique du Conseil de l'Europe. On dit Convention du Conseil de l'Europe sur tel et tel sujet. Et bien là, pour cette convention, pour la Convention 108, ça n'a pas été le cas. Donc très tôt, on a voulu avoir une vocation d'ouverture au-delà de l'Europe. On l'a reflété dans le titre de la Convention qui ne spécifie pas que c'est une convention du Conseil de l'Europe. Ça, c'est aussi important de le noter.